Extirpé des entrailles de sa mère, morte pendue à un grand arbre et échoué dans une mare de sang et de chair, il sera recueilli par Six, une femme d'un chef de groupe de mercenaires. Son prénom, Guts, signifiant tripe ou entraille, fait donc référence aux circonstances impitoyables de sa naissance. Sa vie a commencé extrêmement mal, étant né d'une morte pendue à un arbre. Il est alors recueilli par Six, la femme du chef d'un groupe de mercenaires. Il va mourir de la peste alors que Guts n'a que 3 ans. C'est 6 ans qu'il accompagne son père adoptif Gambino, chef des mercenaires, sur le champ de bataille et s'entraîne dur au maniement de l'épée. Cependant, Gambino le maltraite et pense comme tous les autres mercenaires qu'il porte malheur, car il était né d'une femme morte. Doté d'une force surprenante grâce à un rigoureux entraînement, il participe à sa première bataille à l'âge de 9 ans, où il tuera son premier adversaire. Le soir de la bataille, Gambino vend Guts à un de ses mercenaires, appelé Donovan, et fera malheureusement de Guts sa chose. Un peu plus tard, alors que les mercenaires de Gambino attaquent un convoi de réfugiés, Guts profitera de la confusion pour se venger de Donovan, en lui tirant un carreau d'arbalète dans le cœur. Malgré les dires de Donovan, Guts ne veut pas croire que son père l'ait vendu. C'est 2 ans plus tard que Gambino, étant ivre, tentera de tuer Guts parce qu'il est selon lui responsable de tous ses malheurs, puisque Gambino s'était fait amputer d'une jambe par un tir de canon en tentant de sauver Guts d'un mauvais pas, devenant ainsi une charge pour le groupe de mercenaires. Son ego en prit un coup. C'est à ce moment-là qu'il révélera que c'était bien lui qui l'avait vendu ce soir-là. De plus, il dit clairement qu'il ne vaut pas mieux qu'un chien, étant donné qu'un chien obéit et n'apporte pas de malheur. C'est choqué par cette révélation que Guts tue malencontreusement Gambino, se jetant sur lui dans la confusion. Alors que celui-ci décida un soir, après une nuit difficile et ivre, de s'introduire dans la tente de Guts pour l'assassiner dans son sommeil, ce dernier devant fuir dans la peur, pourchassé par les autres mercenaires, alors que Guts a délibérément tué Gambino. Il s'est finalement rattrapé, blessé par un carreau d'arbalète, et tombe du haut d'une falaise. Les mercenaires cessent alors les recherches, convaincus que Guts est mort. Et combattant pour sa survie et armé de sa seule épée, il survit et est récupéré par des voyageurs. Guts continue sa carrière de mercenaire et finit par être engagé après quelques déconvenues par un groupe nommé la Bande du Faucon. En effet, Guts participant depuis plusieurs mois à une bataille s'opposant la bande Brigade du Faucon durant un siège et se distinguera par un véritable haut fait d'armes en tuant vaillamment le célèbre Bazozo, le tueur d'une trentaine d'hommes, remportant ainsi la prime en or. Se déboutant de ses fonctions après cette victoire, la Bande du Faucon, tout le monde convoitera ainsi son or et sa personne. Il est en effet battu par le chef de la bande des Faucons, appelé Griffiths, après une rixe provoquée par un des lieutenants de la bande du Faucon qui lui avait essayé de dérober la prime qu'il avait gagnée précédemment. Guts jurera obéissance et loyauté envers Griffiths suite à l'appel d'un duel. Guts perdra malencontreusement. L'enjeu de ce duel était autre que sa propre personne ainsi que sa vie. Griffiths, dont l'ambition est sans limite, est persuadé que Guts est celui qui lui permettra de le hisser au sommet. Griffiths, qui désire créer son propre royaume, a besoin d'un homme dont la force est égale à la sienne, puisque le rêve de Griffiths depuis son enfance est de devenir lui aussi un roi, un noble, et de regarder le monde depuis cette position et non d'en bas. Guts sera donc cet homme, choisi avec tout le brio, l'intelligence et de détection de Griffiths, et il le considérera comme un véritable frère d'armes, pratiquement un égal au combat par la suite. Il lui fera entièrement confiance pour le commandement des troupes et de son unité, ainsi que la direction des ordres au combat. Griffiths va assez vite promouvoir Guts au rang de commandant, puisqu'il sentira que Guts est capable de faire de grandes choses. Il battra à lui seul des adversaires de plus en plus puissants et nombreux. Griffiths lui laissera beaucoup de liberté et lui accordera donc une confiance presque aveugle, ce qui lui vaudra les foudres des autres commandants d'unités de la bande du Faucon. Leur envie et leur convoitise, Guts ne sera que très tard accepté par ses camarades. Même si les soldats l'apprécient dans les soirées après la bataille, il souffrira des moqueries, particulièrement de la femme commandante, appelée Casca, avec qui il s'entend mal durant une partie de l'histoire. Guts prend beaucoup de soin à aimer les hommes sous son commandement et les protège. Il a, pour une fois, une vraie famille. Casca
elle, est une personne très possessive envers la personne de Griffiths et est jaloux que Guts lui soit préféré. Elle ne lui fera aucun cadeau durant les batailles, même quand Guts se distinguera par ses véritables exploits. Mais cependant, 3 ans après leur rencontre ainsi que leur prouesse, Griffiths est adoubé par le roi en personne. Et la troupe du Faucon fera partie désormais de l'armée royale, ce qui déplaira fortement à une partie de la noblesse du royaume, pensant qu'un homme issu du milieu de paysans ne pouvait pas recevoir un titre aussi prestigieux. Quelque part dans le Midland, une rumeur prétend que Zod l'Immortel, un homme qui serait sur les champs de bataille depuis plus de 100 ans et est considéré comme l'un des meilleurs combattants parmi de nombreux mercenaires, aurait rejoint l'armée adverse. Et c'est après avoir remporté une bataille que Guts envoie une partie de sa troupe de choc inspecter un château abandonné dans lequel se trouveraient des adversaires. Mais ceux-ci s'éternisent et Guts va voir ce qui se trame à l'intérieur. C'est là qu'il vit une scène cauchemardesque avec Zod nu, ayant massacré à lui seul l'intégralité de ses hommes. Guts, fou de rage, se jette sur lui et arrive à le blesser. Zod est même impressionné et pense que c'est la première fois qu'il a pu voir un ennemi aussi puissant depuis des décennies. Mais celui-ci riposte et se transforme en un monstre d'au moins 5 mètres semblable à un minotaure. C'est alors là qu'intervient Griffiths qui sauve Guts en tirant des flèches sur Zod. Guts se relève et Griffiths le rejoint. Ils mettent en place une stratégie pour le blesser, elle consiste à tromper Zod en lui faisant croire à une attaque frontale. Ils réussissent tant bien que mal, mais Griffiths est blessé. C'est prêt à l'achever que Zod se jette sur lui, mais c'est alors qu'il voit que cet homme est le porteur du Béédite pourpre. C'est à ce moment-là qu'il met en garde Guts, puisqu'il sous-entend que quand les ambitions et les rêves de Griffiths s'effondreront, la mort viendra le chercher. Une mort dont il ne pourra se soustraire de lui-même. C'est sur ces mots que Zod s'enfuit, Casca en pleurs, embrouille Guts et l'accuse d'être responsable de ce qui s'est passé. Après ces événements, alors qu'il rentre au château, Guts rencontre Casca et ensemble ils surprendront Griffiths en pleine discussion avec Charlotte, la fille du roi, sur ce qu'est l'amitié. Pour lui, deux personnes ne peuvent être amies si elles ne partagent pas un rêve différent. C'est alors que Guts remettra en doute son statut au sein de la troupe du Faucon et se rendra compte que ces hommes ne sont pas vraiment les amis de Griffiths, mais plutôt ces marionnettes qu'il utilise pour réaliser ses ambitions. Guts n'est donc pas indépendant puisqu'il ne suit pas sa volonté mais celle d'une autre personne. Guts enchaînera les victoires avec la bande du Faucon et finit par s'accommoder de cette vie en communauté. Devenu de plus en plus puissant, tant que physiquement ou socialement, il se forgera une réputation parmi toutes les troupes de mercenaires de son temps. Il finit également par se réconcilier avec Casca, considéré qu'il faisait dévier Griffiths de son objectif et il lui en voulait pour cela. C'est après la bataille contre le général Tudor que Guts fera l'exploit de survivre à une vague d'une centaine d'hommes et se fera appeler le tueur d'une centaine d'hommes. En une seule nuit, plus d'une centaine de soldats trouveront la mort brutalement. Son épée, une lame à 2 mains, d'un poids plus considérable à chaque fois, de plus en plus lourde, écrasera chaque ennemi en un seul coup et fera des ravages, créant la peur. La réputation de Guts sera alors, sans commune mesure, l'exploit résonnant jusqu'aux oreilles du commandant de l'unité des moutons noirs, qui est la meilleure du général Tudor, qui rêvait d'affronter Guts. Griffiths émancipera l'armée du Faucon par le son de ses artifices personnels et accroîtra la possibilité de son rêve envers et contre la noblesse en se faisant adoubler chevalier avec ses hommes. Ainsi, Griffiths est considéré comme noble et tentera des approches avec la princesse du Midland plus qu'insistante pour une liaison. Pendant ce temps, Casca entamera ses préférences sentimentales pour Guts. Et c'est après la prise de Doldrey que finira comme a commencé l'amitié de Guts avec Griffiths autour d'un seul et même combat. Un combat à l'épée où l'on met sa vie ainsi que ses rêves en jeu. Guts gagnera et décidera de quitter la troupe du Faucon. Alors pour les connaisseurs de Berserk, vous aurez clairement remarqué que j'ai écourté la fin de cette grande saga qui est l'âge d'or. Et je l'ai fait pour une seule et bonne raison, c'est parce que j'avais lu déjà Berserk il y a longtemps et j'ai arrêté au cours du tome 25. Et je fais cette vidéo suite à une relecture de cette œuvre et j'ai juste kiffé à mort cet arc. Il m'avait pas autant marqué la première lecture, mais là la deuxième je le trouve extrêmement bien construit. Et la finalité de cet arc, c'est l'éclipse. Et honnêtement, comment essayer de raconter l'éclipse dans une vidéo à peu près découverte?
C'est pour moi un énorme spoil, même si c'est aujourd'hui devenu culte. Découvrir l'éclipse de soi-même est une chose obligatoire. Moi, ce qui m'a marqué d'ailleurs dans ma découverte et dans ma redécouverte de Berserk, c'est tout simplement le noir et le blanc. Miura a une gestion remarquable des rêves ainsi que de la couleur. Maître Griffiths, dans cette pureté et dans ce niveau de noblesse là, et Guts dans les tréfonds et dans la saleté de la noirceur. Mais cependant, comme l'explique tant bien que mal le yin et le yang traditionnel, dans chaque pureté se trouve une touche de noirceur, et dans chaque noirceur se trouve une touche de pureté. Et c'est comme cela qu'est mis la rivalité et la relation ainsi que l'amitié de Guts et de Griffiths tout au long de ce manga. De plus, le rapport de Guts à son épée est très important. Cela coltine toujours, il enlace toujours avant de dormir. Elle est techniquement sa seule et unique famille. On ne le comprend pas bien au début de l'œuvre, mais après l'éclipse, on comprend que son refuge se trouve dans cette lame. Avoir introduit comme cela cette épée dans toute cette narration extrêmement précise, j'ai trouvé que c'était extrêmement fort. Il y a encore énormément de choses à dire, honnêtement. Berserk est une leçon de vie, et l'âge d'or est pour moi son meilleur arc. Du moins pour l'instant, puisque je suis toujours en redécouverte, et il y aura possiblement une partie 2 à cette vidéo, si je trouve un arc digne de ce nom, qui mérite ou qui a dépassé l'attente estimée à l'âge d'or. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas pour cela le petit pouce bleu, le commentaire ainsi que l'abonnement. Et moi je vous annonce une fin de vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.